Bienvenue à tout le monde. On se retrouve ce soir. La dernière fois, c'était il y a 3 semaines, il me semble environ. On se retrouve ce soir pour un nouveau webinar donc organisé par Formation Football. On a l'habitude toutes les 2-3 semaines d'organiser une discussion autour des métiers du football. Donc, vous en avez l'habitude autour des métiers de recruteur, de scout, d'analyse vidéo. On a eu pas mal de monde dernièrement autour du football féminin avec le Paris FC notamment. Ce soir, on va se retrouver pour une discussion avec Philippe Brutsart, qui est avec moi ici, qui est belge, qui travaille en Belgique, autour de la fédération belge et du scouting. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais le laisser se présenter ensuite. Et on va discuter de l'identification donc des talents un peu hors circuit, des jeunes talents un peu hors circuit, et tout simplement autour du scouting en Belgique, puisque c'est vrai qu'on a un public très français qui ne sait pas forcément comment ça peut se passer en Belgique. Et c'est un sujet passionnant pour en avoir discuté un peu avec vous. Je suis un peu comme vous dans le chat, je ne connais pas tout encore. Donc je vais découvrir pas mal. Philippe, on va y aller doucement. Alors avant d'y aller, je précise comme d'habitude, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. En général, on se garde une petite dizaine de minutes à la fin de l'émission pour y répondre. On peut même répondre à des questions au milieu, Philippe, si certaines sont pertinentes, très pertinentes dans l'instant pour faire avancer le débat. Philippe, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la vie et surtout avec donc la fédération et le scouting? Ouais. Alors déjà, je pense que, comme vous l'avez bien dit, moi je suis belge, donc je suis dans un environnement qui est totalement différent de l'environnement classique football français. Je dirais que si j'étais français, j'aurais 4 métiers ou 3 métiers. Aujourd'hui, je combine prof d'anglais. Je suis toujours à 2 tiers temps prof d'anglais dans une école secondaire, donc je donne cours en terminale. À côté de ça, j'ai été directeur de centre de formation pendant une vingtaine d'années dans 3 clubs professionnels belges. Je suis également maintenant responsable de tout le programme d'identification de potentiel dans la partie francophone du pays. Alors, ça veut dire que je suis responsable des cours qui s'y donnent. Donc, on a un niveau 1 et je viens de créer le niveau 2. Et donc, on a depuis 2 ans un niveau 2 en identification de potentiel à l'attention de toutes les personnes en Belgique qui sont impliquées dans le football et qui voudraient suivre cette formation. Donc, ça, c'est organisé par la fédération belge. Et je suis également maintenant responsable du programme d'accompagnement et d'identification de potentiels qui ont un petit peu été, entre guillemets, ratés ou pas vus ou qui sont tombés à l'eau en Belgique. Alors, il faut savoir que la Belgique, c'est un tout petit pays. Donc, on a, je pense, 400 000 joueurs de football répertoriés. On a entre 250 et 350 joueurs professionnels belges répartis sur la Belgique et sur le reste du monde. Okay. Donc, souvent, pour rigoler, on dit un peu, si tu deviens joueur professionnel en Belgique, tu as une chance sur 10 de jouer une Coupe du Monde ou une chance sur 15 de jouer une Coupe du Monde. Ce qui est un peu plus qu'en France. Ce qui est beaucoup moins qu'en France. Et donc voilà, donc on se dit que en Belgique, si on veut obtenir des résultats, et c'est vrai qu'on a un petit peu joué au-dessus de notre niveau depuis 7 ou 8 ans, parce qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir une génération dorée, en Belgique, on ne peut pas rater un talent. On ne peut pas rater un joueur qui pourrait alimenter notre équipe nationale. Donc, on va encore mettre plus de focus maintenant sur l'identification de tous ces joueurs qu'on a peut-être ratés. Alors, comme je vous l'ai expliqué antécédemment, ce qui se passe en Belgique, c'est que la voie royale pour devenir joueur professionnel, c'est d'intégrer, là on a fait des études, on a regardé un petit peu le parcours de la plupart des joueurs qui sont devenus professionnels ou qui ont atteint l'équipe nationale, c'est d'intégrer un centre de formation dès l'âge de 8 ans, 9 ans, d'y poursuivre sa formation. Et alors, il y a une vingtaine de centres de formation professionnels en Belgique, d'y poursuivre sa formation et puis de signer un contrat pro et d'intégrer éventuellement une équipe nationale. Alors, justement, pour cadrer pour poser juste le contexte, quand on parle de centre de formation en Belgique, on n'est pas exactement sur le même centre de formation qu'en France. Est-ce que vous pouvez juste préciser la notion? Tout à fait. Alors, en Belgique, un centre de formation, on entre dans un centre de formation quand on a 8 ans, 9 ans, mais ça veut dire qu'on a à côté de ça une vie d'étudiant ou d'écolier tout à fait normale. Donc, tous les entraînements se donnent le soir. Okay. On commence maintenant, depuis 2 ou 3 ans, à la Ligue Pro, à essayer d'avoir des partenariats avec des écoles pour pouvoir avoir des entraînements pendant la journée aussi.
Mais ce n'est pas encore le cas dans tous les clubs professionnels. Ça commence à se faire dans les plus gros clubs, style Anderlecht, Bruges, Genk, Standard. Les tout gros clubs commencent à avoir ce partenariat avec des écoles pour pouvoir libérer les élèves ou les joueurs pendant la journée pour qu'ils puissent participer à 2, 3, voire 4 entraînements par semaine. Mais c'est pas un phénomène qui est généralisé. Donc, on n'a pas, comme un centre de formation, alors je parlais des centres de formation que je connais un petit peu, que sont ceux de Lille ou de Lens, où les enfants entrent dans le centre de formation quand ils ont 14-15 ans et ils sont pris en charge, ils logent au centre de formation, ils ont l'école au centre de formation, ils ont l'entraînement au centre de formation et ils sont encadrés par des entraîneurs professionnels. Pendant 15 ans, j'ai été directeur de centre de formation dans un club professionnel, dans 3 clubs professionnels belges. Jamais je n'étais professionnel à temps plein. Donc, ça voulait dire que en journée, j'avais mon job. Vers 3h, 4h, je me rendais au centre de formation. On y organisait tous les entraînements. Et à 21h, 21h30, je rentrais chez moi. Et ainsi se passaient les journées. Alors, vous avez été avec quelle structure professionnelle pour qu'on situe rapidement? Oui. Alors, moi, j'ai été à Moucron, le club de Moucron, qui était le club partenaire du LOSC quand Gérard Lopez y était propriétaire. Bon, il nous a laissé tomber un petit peu après, mais bon, voilà. Donc là, j'y étais quand même depuis 2003 jusqu'à 2010 et puis de 2017 jusqu'à 2021. Et entre les deux, j'ai été également à Courtrai et au club de Roulers. D'accord. Okay. Où j'ai combiné, à Roulers et à Courtrai, j'ai combiné la fonction de directeur sportif et également de directeur du recrutement. Donc en fait, on fait un peu tous les jobs en même temps parce que… Et alors, l'inconvénient, évidemment, c'est qu'on a des journées qui font 16h, 17h. Le gros avantage, c'est que on ne travaille quasi qu'avec des gens passionnés, parce que pour vivre cette vie-là, il faut être tout à fait passionné. Et j'ai eu la chance de travailler également un petit peu pour l'UEFA et d'aller présenter un petit peu ce qu'on faisait chez nous, notamment en Angleterre. Et quand on y est allé il y a 6 ou 7 ans, je pense qu'on avait un peu d'avance par rapport aux Anglais, notamment sur tout ce qui était organisation du recrutement, du plan de formation, etc. Et alors, ils ont repris un petit peu ce qu'on faisait. Et j'y suis retourné il y a 2-3 ans. Ils ont dit, ouais, c'était pas mal ce que vous faisiez. Donc, on l'a impliqué chez nous et on a professionnalisé la fédération. Le problème, c'est que quand on a professionnalisé, les gens qui étaient passionnés sont devenus des employés. Et donc, automatiquement, on a perdu un petit peu, alors pas chez tout le monde évidemment, mais on a perdu un petit peu cette notion de passion du métier, la passion du football, la passion de ne pas compter ses heures en fait et de travailler que parce qu'on avait vraiment bien ce qu'on faisait. Et donc voilà, donc ça c'est un petit peu mon parcours. Et alors aujourd'hui, je suis responsable du projet identification pour la partie francophone du pays, donc j'ai dit les cours et le programme d'accompagnement. Je suis scout pour l'équipe nationale U15. Donc, mon rôle, c'est d'aller voir un maximum de matchs élites ou interprovinciaux pour essayer de repérer un maximum de joueurs qu'on pourrait intégrer dans les équipes nationales U15. Et je suis également responsable ou co-responsable du programme identification U14 au potentiel filles. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué également qu'au niveau du football féminin en Belgique, on avait beaucoup de retard par rapport aux grosses nations que sont les pays nordiques et puis la France et l'Espagne notamment. Et là, on essaie de rattraper un petit peu le retard. Et le premier retard qu'on doit essayer de rattraper, c'est d'identifier les meilleures filles de l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans et qu'on pourrait éventuellement intégrer dans les programmes et accompagner pour essayer de rattraper un petit peu ce retard et pouvoir les intégrer dans nos équipes nationales. Alors, la Belgique, vous savez, c'est une double Belgique en fait. On a la Belgique francophone et la Belgique néerlandophone. La Belgique francophone qui est un peu plus pauvre, entre guillemets, que la Belgique néerlandophone. Et je dois dire que c'est surtout en Belgique néerlandophone où on a toujours un petit peu d'avance sur la partie francophone. Et donc, nous, on essaye de rattraper ce retard et de montrer que nous aussi, on peut faire pas mal de choses. Par contre, la collaboration au niveau de la fédération se passe très bien entre les deux parties du pays. Et c'est un petit peu aussi notre force d'avoir cette double culture, en fait, francophone, néerlandophone, germanique et latine. Et je pense que ça fait un bon mix au niveau des équipes nationales. Comment, alors, pour essayer de comprendre un peu, donc, vous nous expliquez qu'il y a 20 centres de formation, donc on a détaillé ce que c'était le centre de formation, et que c'était un peu la voie royale, donc pour signer professionnel, pour avoir le plus de chances du moins de signer professionnel en Belgique. Pour les joueurs,
qui ne sont pas dans ces 20 centres de formation. Déjà, est-ce qu'on a des chiffres sur le pourcentage ou le nombre de joueurs que ça représente ou pas du tout? Les joueurs qui deviennent professionnels et qui passent par les centres de formation, on peut dire que c'est entre 80 et 90%. D'accord, ok. C'est vraiment la voie royale. Alors, ce qu'il y a aussi, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais dès l'âge de 8 ans, on a une compétition nationale. Donc, ça veut dire que les joueurs qui sont intégrés dans les 20 centres de formation se rencontrent toutes les semaines. Donc, ça veut dire que les 300 ou les 400 meilleurs petits joueurs U8 se rencontrent toutes les semaines. Les U9, même chose, U10, U11, U12, U13. Alors, c'est un gros avantage, c'est qu'on a un niveau de compétition assez élevé. Ouais. Et quand on regarde un petit peu les clubs belges, des U8, U9, U10, U11, U12, qui vont dans les tournois souvent en France ou dans les Pays-Bas, on remarque qu'ils ont des bons résultats. D'accord. Je dirais que c'est un petit peu logique dans la mesure où ils ont un niveau de compétition qui est plus élevé. En France, par exemple, c'est impossible d'avoir un championnat où tu regrouperais Marseille, Lille, Paris et Nantes, parce que les distances sont beaucoup trop étendues. Et donc, on a une compétition d'un très haut niveau. Ouais. Le problème, c'est que comme les clubs veulent bien prester dans ces compétitions, automatiquement, ils font énormément de recrutement. Dès l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et donc, comme chaque année, on renouvelle ou on essaie de renforcer nos noyaux, ça veut dire qu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans, il y a déjà des garçons ou des filles qui sortent, enfin surtout des garçons, qui sortent du système. Et donc, ils ne sont pas gardés par les clubs professionnels. Et donc, on s'est dit, finalement, ces garçons-là, pourquoi ils sortent du système? Est-ce qu'ils sont plus petits? Est-ce qu'ils courent moins vite? Est-ce qu'il y a des paramètres physiques qui jouent? Est-ce qu'il y a leur développement mental qui fait que, ils ont un petit peu de retard à un moment donné, et donc on va chercher l'efficacité plutôt que le potentiel. Et donc, on s'est dit, ces joueurs-là, il faudrait peut-être les récupérer, ou peut-être également pouvoir intégrer d'autres joueurs qui n'ont pas été repérés par ces clubs professionnels. Et notamment en Wallonie, où la Wallonie est beaucoup moins peuplée que la Flandre. D'accord. Il y a beaucoup moins de clubs professionnels en Wallonie. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 qui ont un centre de formation. Il y en a 15 ou 16 en Flandre, alors que la Flandre représente 2/5 de la superficie de la Belgique et la Wallonie en représente 3/5. Donc, pour la même... au niveau par kilomètre carré, il y a beaucoup moins de clubs francophones. D'accord. Professionnels. Et donc, moins de possibilités pour les enfants d'intégrer un centre de formation. Et donc, on va essayer d'augmenter ce niveau d'accompagnement dans les sélections régionales pour pouvoir intégrer, pour que ces garçons puissent pouvoir intégrer encore un club élite plus tard. Alors ici, on a créé un nouveau pôle qui est en fait un pôle élite, et ça ressemble assez bien à ce que vous avez en France avec les pôles espoirs, je pense, qui sont répartis un petit peu dans différentes parties de la France où il n'y a pas beaucoup de clubs professionnels non plus. Et on a remarqué finalement qu'on a commencé le projet l'année passée et on avait intégré 20 joueurs de 15 ans, donc en U16, qui n'avaient jamais joué dans un club élite ou qui avaient quitté un club élite très tôt. D'accord. Eh bien, parmi ces 20 joueurs, il y en a 7 qui ont été repérés directement par un club professionnel et qui ont intégré les U18 d'un club professionnel cette saison-ci, dont un qui se retrouve déjà en équipe nationale. Ok. Donc, ça veut dire qu'on a raté des joueurs. Donc, si ça a marché avec les 20 là, il doit sûrement y en avoir peut-être 100 qui mériteraient. Justement, avant de vraiment rentrer dans le détail de quel est le processus pour, du coup, aller rattraper ces joueurs qu'on a peut-être manqués ou alors repérer des joueurs qu'on n'avait pas vus à la base. C'est quoi les conclusions que vous avez pu tirer sur ces joueurs qui sont sortis du système? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que finalement c'était un problème, je dis une bêtise, mais un problème de taille? C'était physique? C'est quoi la raison? Est-ce qu'il y en a une qui ressort? Je pense que vous avez évoqué là une des raisons qui va probablement ressortir, c'est qu'en fait, comme il y a de la compétition, qui dit compétition, on veut gagner. Ouais. Et donc, pour gagner et pour l'honneur du club, souvent, tout le monde dit on fait de la formation, mais tout le monde aime bien gagner les matchs, notamment les entraîneurs. Et donc, quand il faut faire des évaluations, quand il faut renouveler le noyau ou renforcer le noyau, très souvent, ce sont les joueurs les moins efficaces du moment qui ressortent du système. Et donc, au niveau des cours, on s'est dit, il faut absolument qu'on change quelque chose et qu'on fasse bien intégrer une notion qui est essentielle, c'est distinguer la performance
performance du potentiel. La performance qui est qu'est-ce que le joueur produit aujourd'hui, à l'instant T, mais quel est son potentiel de production? Qu'est-ce qui pourrait devenir ce joueur? Et là, je pense qu'on a besoin de formation. Et comme on a énormément… Il faut savoir, par exemple, que en catégorie U6, non, pardon, U8 à U14, en 2020-2021, on a eu 600 transferts de jeunes joueurs rien qu'entre les clubs élites. Parce qu'en Belgique, le joueur, il peut changer de club comme il veut. En fait, il n'y a aucune réglementation qui fait qu'il y a des indemnités de formation. Alors oui, il y a des indemnités de formation, mais elles sont dérisoires. Donc en fait, c'est open bar tout le temps, quoi. Donc tout le monde peut changer de club quand il veut. Et donc que font les clubs? Ils engagent plein de scouts. D'accord. Aujourd'hui, rien que pour ces catégories-là, dans ces 20 clubs, il y a 400 scouts qui sont répertoriés. OK. Donc 400 scouts qui sont répertoriés. Et donc, il y a déjà une quinzaine d'années, on s'est dit, alors il y a la situation, alors on peut trouver que c'est triste ou que c'est bien, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on s'est dit, tant ils sont là, donc autant essayer de les former un petit peu. Et donc, on a créé la formation niveau 1 qui est 5 séances de formation. Et donc, il y a 3 séances théoriques et 2 séances pratiques. Et au moins, les gens qui vont suivre cette formation auront quelques notions. Alors ça, c'est intéressant. C'est une formation, donc pour recontextualiser, c'est une formation qui est donc dispensée directement par la fédération belge et donc qui forme directement des recruteurs à l'identification du talent et des progrès, etc. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment avec la fédération en France. C'est pour ça que Formation Football existe notamment. Mais la fédération française ne propose pas ça. En Belgique, c'est ce que vous avez mis en place. Oui, parce qu'on s'est dit, il y a une situation qui est heureuse ou malheureuse, libre à chacun de juger, mais la situation est là. Donc, tant qu'à faire, essayons de former ou de donner quelques indicateurs à ces gens pour qu'ils puissent au moins avoir la bonne piste. Et il y a 3 ans, on a décidé que maintenant, comme ça se faisait quand même de plus en plus, et qu'on a quand même formé à peu près 10 000 personnes à l'identification de potentiel en Belgique entre 2003 et maintenant 2020, au niveau 1, on s'est dit peut-être que ce serait bien maintenant de faire une formation qui soit plus poussée encore. Et donc, on a créé le niveau 2. Et le niveau 2, au niveau de la formation, ça représente quand même 30 heures de cours théoriques et une vingtaine d'heures de cours pratiques où on va sur le terrain, on demande d'analyser. On travaille également sur l'analyse vidéo, les analyses sur base des images. On assiste à des rencontres d'équipes nationales. Donc, ils doivent aller voir des équipes nationales, des équipes élites, des équipes provinciales, des équipes régionales, pour que le scout soit bien conscient, parce que ça, c'est un gros problème. Enfin, je pense que c'est un problème, c'est que très souvent, on va faire du scouting, mais en fait, on ne sait pas pour quel niveau on scout, en fait. Et donc, on ne sait pas dans quel niveau on arrive quand on va voir un match, et on ne sait pas pour quel niveau on scout. Comment voulez-vous scouter pour l'équipe nationale si vous n'avez jamais vu un match équipe nationale? Comment voulez-vous scouter pour un club de niveau élite 1 si vous n'avez jamais vu un club de niveau élite 1, U15, U16? À la rigueur, si vous remettez des images et qu'on ne vous dit pas quelle catégorie cela est, le scout devrait être capable de dire ça, c'est un match équipe nationale U16. Ça, c'est un match équipe élite 1, U15. Pour pouvoir se rendre compte du niveau, parce qu'après, si tu vas scouter, tu dois pouvoir projeter ton joueur dans… Et là, ça, c'est ce qu'on demande également lorsqu'on fait des rapports au niveau de l'équipe nationale. Est-ce que c'est un joueur qui pourrait jouer, qui joue actuellement au niveau régional? Est-ce que son niveau, c'est équipe élite 2, élite 1, équipe nationale, talent en équipe nationale ou pas? Et ça, c'est pas évident à faire. Et ça demande beaucoup d'expérience. Un jour, quelqu'un me disait, en fait, il dit, pour devenir un bon scout, tu dois bouffer des matchs. Plus tu vois de matchs, plus tu vas devenir fin dans ton analyse et plus tu vas savoir vers quel niveau peut s'orienter le joueur que tu vois là. Et alors, tu vas te nourrir aussi de toutes les expériences que tu auras faites, de joueurs que tu auras ratés, entre guillemets, de joueurs que tu auras réussi. Alors après, évidemment, à toi de te poser les bonnes questions. Pourquoi ce garçon-là, à 12 ans, j'ai estimé qu'il était… J'ai eu le cas ici pendant les grandes vacances. Un garçon, je regarde une feuille de match et je dis, tiens, ce garçon-là, il est pro, il joue. En fait, moi, je l'ai eu en U12. Okay. Et en U12,
je ne l'ai pas gardé dans le centre de formation où j'étais. Ok. Donc, je suis un mauvais scout, puisque je ne l'ai pas gardé. Alors, qu'est-ce qui est la raison de cette… Parce que tous les scouts se trompent finalement. Oui. Et alors, là, j'avais suivi une formation en Angleterre pour ça. Et en fait, là, j'ai retenu une phrase extraordinaire du gars qui nous avait fait la formation. Il disait, vous savez, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, il n'y a personne qui l'a découvert. Ils se sont montrés eux-mêmes. Même ma mère aurait pu dire que Eden Hazard, c'est un bon joueur. Même ma mère aurait pu dire que Kevin De Bruyne, c'est un bon joueur. Par contre, là où vous êtes un bon scout, c'est quand vous découvrez le joueur que personne n'a vu ou que personne ne voit. Là, vous devenez un scout intéressant parce que vous êtes sur le potentiel et pas sur la performance. Vous regardez un match de foot avec des amis, tout le monde va identifier le meilleur joueur ou le gars qui a été déterminant dans le match. Par contre, on ne va pas identifier le potentiel. Ça devient une spécialité, identifier le potentiel. Et c'est ça, finalement, toute l'essence même du cours de l'identification du potentiel. C'est pas de dire Eden Hazard, il est bon parce que. C'est de dire Thomas Meunier, on l'a viré du Standard quand il avait 15 ans. Donc Thomas Meunier, c'est un autre cas, je pense que vous connaissez, il est passé par le Paris Saint-Germain. Il faut savoir que Thomas Meunier, à 15 ans, il a été viré du Standard de Liège parce qu'il n'était pas assez bon. D'accord. Et son histoire, c'est il est retourné dans son petit club de 3e division, de 4e division, et il voulait plus jouer au foot, Thomas Meunier. Et sa maman lui a dit à ce moment-là, écoute Thomas, ça fait 3 ans que je te conduis au Standard pour faire tous tes entraînements, parce qu'encore une fois, on n'a pas de centre de formation, donc les gens ne logent pas. Et donc, sa maman faisait 100 km 3 ou 4 fois ou 5 fois par semaine pour le conduire là-bas. Il faudrait quand même que au moins tu continues à jouer au foot. Et donc, pour faire plaisir à sa maman, il a continué à jouer au foot. Il avait 15 ans. Il s'est fait que le club dans lequel il jouait, ce qui était un club de 3e ou 4e division, l'entraîneur a dit, bah tiens, ce gamin-là, il est pas trop mal, il me manque quelqu'un, bah, viens dans le noyau de l'équipe première, tu t'entraîneras avec. Et 2 ans après, il était meilleur buteur de division 3. Et 4 ans plus tard, il était à Bruges en division 1. Donc, de nouveau, alors pour revenir à ce que je disais tantôt, tu te nourris beaucoup plus des erreurs que tu as faites que des succès dont tu te vantes. Pourquoi est-ce que j'ai raté ce gamin à 12 ans? Et peut-être que, en fait, je ne l'ai pas raté. Peut-être que quand on ne l'a pas gardé, dans le noyau où il était, il y avait des joueurs plus importants. Et comme on ne peut pas garder 35 joueurs, eh bien, il faisait partie des joueurs qu'on n'a pas gardés parce que peut-être il n'avait pas la bonne mentalité, il était plus tête en l'air, il n'avait pas, selon nous, la mentalité pour. Et peut-être aussi, si on l'avait gardé, il n'aurait pas eu ce déclic qui a fait que, on ne le garde pas. Heureusement, il est retombé dans un autre club qui était un club élite aussi, où il a eu d'autres éducateurs. Peut-être qu'il s'est réalisé, oulala, là maintenant, si je me plante encore une fois, là, le foot, c'est fini pour moi. Et en fait, il a réintégré le cours. C'est le contexte. C'est une notion de contexte. Il est peut-être tombé sur un entraîneur qui lui a dit, écoute, voilà, moi, je te fais confiance à cette position-là parce que de toute façon, j'ai personne d'autre. Et donc, il y a tellement de petits éléments qui peuvent être déterminants dans la carrière d'un joueur qui font que, voilà, tu te trompes pas ou tu te trompes. Et dans le fait de se poser… Pardon, j'allais dire, dans la formation que vous prodiguez donc avec la fédération, il me semble que vous avez parlé de 2 niveaux, il me semble, oui. Niveau 1, niveau 2. Avant de parler du niveau 2, déjà le niveau 1, c'est dans les grandes lignes, comment ça se traduit, que ce soit, alors on a parlé d'aller voir des matchs, mais dans la théorie déjà dans un premier temps? Je dirais qu'il y a 3 grands aspects sur lesquels on veut insister. Le premier aspect, c'est de pouvoir faire la distinction entre performance et potentiel. Donc, on accentue vraiment sur aller chercher le potentiel et pas la performance. Ok. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui fait qu'un joueur a un potentiel en fait. Et donc là, on va travailler plus sur les compétences. Quelles sont les compétences? Et donc, on va voir un match. On va voir d'abord un match Élite 1. On essaie de trouver le plus haut niveau pour dire en U15, le plus haut niveau en Belgique actuellement, c'est ça. Donc, voilà la référence vers laquelle on devrait pouvoir arriver. D'accord. Et puis, on travaille sur les profils. Voilà, un profil, un arrière latéral, qu'est-ce qu'il doit savoir faire? Un arrière central, qu'est-ce qu'il doit savoir faire? Quels sont les facteurs déterminants qui vont faire qu'il est plutôt tel profil ou tel profil? Et quels sont les facteurs, limitants
qui vont faire qu'à cette position-là, il ne pourrait pas percer, il ne pourrait pas devenir joueur professionnel. Il n'a pas ceci ou il n'a pas cela, et donc ça va être très compliqué pour lui. Ou en tout cas, aujourd'hui, il ne l'a pas. Et alors, quelles sont les choses sur lesquelles on peut travailler et quelles sont les choses qui sont plus innées? Donc, on est de nouveau sur facteurs limitants et quels sont les facteurs favorisants. Et on est plutôt sur on repère par poste, plutôt par ligne. Comment ça se passe? On repère d'abord par performance, par compétence, pardon. On repère par compétence parce que finalement, à 13 ans, 14 ans, 15 ans, on ne peut pas encore déterminer à 100% le profil exact du joueur. Et donc, on est plus sur quelles sont les qualités générales qu'il doit avoir pour pouvoir un jour peut-être avoir une chance de devenir joueur professionnel. Et après, on essaie de déterminer sur base des différents profils, ben voilà, pour tel profil, voilà ce qu'on attend. Pour tel profil, voilà ce qu'on attend. Un attaquant central, ben voilà, en gros, alors on ne va pas trop dans les détails puisqu'on n'a que 3 cours et deux exercices théoriques. Ce qu'on a rajouté, par exemple, cette année-ci, c'est on va voir le match. Il nous faut un petit rapport. On discute du rapport, mais on vient coller les images vidéo. Et après, on leur demande, voilà, allez voir un match et déterminez-nous parmi tous les joueurs quel était le meilleur ou le profil arrière latéral qui a le plus de chances de devenir un jour peut-être joueur professionnel. Et pourquoi? OK? Parce que. Et maintenant, vous illustrez ça avec des images du match. Donnez-nous les time codes qui illustrent ou qui vont renforcer votre avis là-dessus. Et là, je pense qu'on a franchi cette année ou l'année passée un gros pas où on va beaucoup plus loin que le feeling et l'impression. On dit, bah ouais, ça doit être le centre avant parce qu'il a marqué 3 buts. OK, marqué 3 buts, mais montre-moi des images qui montrent qu'il a les caractéristiques d'un futur centre avant. Mais c'est ça, alors ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que admettons une personne qui suit la formation, elle va voir un match et elle vous dit que d'après elle sur ce match, ce latéral droit pour la personne, il peut aller au très haut niveau et il vous montre des images. C'est bien amené, c'est bien expliqué, etc. Et vous n'avez pas forcément cet avis-là sur le joueur. Ouais. Est-ce qu'il y a une question de sensibilité personnelle qui rentre en jeu? À quel niveau? Est-ce qu'il y a des choses où vous ne transigez pas? Comment ça se passe? Alors, en fait, j'ai peut-être pas été précis assez. En fait, tous les candidats vont voir le même match. D'accord, ok. Avec les formateurs. Donc, on travaille tous sur le même match. Et après, chacun doit défendre un petit peu son joueur, comme si, en fait, il était dans une cellule de scouting dans un club pro. Il doit défendre son joueur sur base des images qu'il va vous montrer. D'accord. Et donc, naît à partir de là une discussion. Ok. Et donc, voilà, à lui de convaincre, à nous, en tant que formateurs, de dire attention, mais ça, tu as peut-être pas vu, ou ça, tu as bien vu, ou ça, c'est peut-être pas pertinent par rapport au profil que tu nous montres là. Et donc, il y a discussion. Parce qu'encore une fois, dans le scouting, il n'y a pas une règle. Il n'y a pas donc, une réponse forcément. Ça doit. D'ailleurs, dans les cellules de scouting, de plus en plus, l'idée ou les conseils qu'on donne, c'est d'avoir des cellules de scouting constituées de personnes très différentes, d'âges différents, d'origines culturelles différentes, de passé footballistique différents, justement pour pouvoir confronter les images. Parce que, par exemple, le cours que j'ai donné hier, c'était sur les biais cognitifs. On est tous biaisés dans notre évaluation. On est tous biaisés dans notre manière de voir les choses. Maintenant, il faut savoir que ça existe. Après, c'est pas grave en soi si on admet qu'on est biaisé et que donc on doit mettre des processus en place pour essayer de limiter au maximum nos biais cognitifs. Le biais de confirmation, le biais cognitif. Par exemple, le biais de mode, etc., le biais de halo, tous ces biais-là, en fait. D'accord. Et donc ça, c'est le premier niveau de ce cours d'identification. Et donc, depuis quelques années, l'année dernière, vous avez rajouté un deuxième niveau. Donc, c'est le deuxième niveau maintenant. D'accord. Ça vient aussi un petit peu à la demande des clubs élites où on veut… en fait, on est en train en Belgique de labelliser un maximum les clubs élites pour faire une distinction aussi entre les clubs élites qui font vraiment de la formation et les clubs élites qui n'en font pas. Alors, je pense que vous avez moins le phénomène en France qu'en Belgique. Mais chez nous, en Belgique, il y a encore, je pense, sur les 20 clubs professionnels, je pense qu'il y en a encore 4 qui sont belges.
Tous les autres sont en main de propriétaires étrangers qui, eux, évidemment, ils n'ont pas toujours la volonté de faire de la formation. Alors, tout le monde veut faire de la formation, évidemment, sur papier et dans le programme, quand on montre le truc, on veut tous faire de la formation. Maintenant, on veut, par exemple, au niveau de la Pro League, imposer au club d'accorder un budget minimum à la formation des jeunes. Justement, pour pouvoir forcer ces investisseurs étrangers qui viennent reprendre les clubs, pour pouvoir mettre aussi un petit peu d'argent dans les clubs, dans la formation. Et donc, par rapport à ça, on a créé un label où on veut aussi que les scouts aient plus de formation, soient encore mieux formés. Alors, c'est bien qu'ils soient mieux formés, mais il faut pouvoir proposer des formations. Et donc, c'est dans ce sens-là que la fédération a elle-même organisé ces formations et elle a demandé à 2-3 personnes dont je fais partie pour essayer de créer une formation pour le niveau 2 qui représenterait une 30aine d'heures de cours avec une 20aine d'heures de pratique et quelques stages. Et là, comment on va plus loin de manière théorique? C'est quoi qui différencie le niveau 2 du niveau 1? On va beaucoup plus loin dans, par exemple, les biais cognitifs, on n'en parle pas au niveau 1. Les biais cognitifs, c'est quelque chose qui devient au niveau 2, c'est important. Le rapportage sur une plateforme, par exemple. Pouvoir faire des rapports, pouvoir être précis dans la manière dont on va évaluer un joueur, dont on va décrire un joueur. Ici, je suis depuis quelques semaines des cours d'œnologie, je trouve ça très rigolo. Enfin, rigolo, c'est très difficile, justement. Mais en fait, je me disais qu'en fait, il y a plein de comparaisons par rapport à un cours d'œnologie. Un cours d'œnologie, tu vas prendre un vin et tu dois pouvoir le décrire. Avec des mots qui soient typiques à l'œnologie. En fait, tu fais un peu la même chose quand tu décris un joueur de foot. Tu dois pouvoir décrire de manière la plus précise possible pour que, si toi et moi, on regarde le même joueur, toi, tu puisses quasi faire le modèle du joueur sans l'avoir vu. Alors ça, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant parce que chez Formation Football, on a donc le directeur pédagogique Enzo Gebali qui a donc créé la formation et qui travaillait pour Reims, qui lui travaille avec un modèle, donc on a repris dans Formation Football, un modèle de rapport, donc tout le monde utilise le même, où chaque joueur, alors après évidemment en fonction de son poste, etc., mais il est évalué sur 5 grands facteurs. On prend les facteurs techniques, tactiques, mental, physique et le facteur cognitif aussi, qui n'est pas toujours utilisé en France, mais qu'on utilise nous. Est-ce que ça se rapproche de ça? Est-ce qu'il y a des facteurs que vous avez en moins, en plus? Tout à fait, parce qu'en fait, ici, donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on forme un maximum de personnes qui pensent le football de la même manière et qui vont aller décrire surtout les joueurs de la même manière. Et donc, on doit forcément créer des facteurs d'évaluation, des facteurs de critique ou d'observation qui soient compris par tout le monde, compris de la même manière, et que tout le monde emploie les mêmes mots pour pouvoir rapporter. Et donc, alors ça évidemment, c'est quelque chose qui va toujours vivre parce que ça va toujours changer, parce que le football change déjà, et donc parce qu'aussi notre expérience change. Et donc, on s'est mis d'accord sur une dizaine de facteurs ou de critères qu'on a estimés comme étant observables. Par exemple, quelque chose qui pour moi ne veut rien dire, c'est ce joueur a une bonne technique. Ce joueur a un bon mental. Le problème, c'est que si je te demande c'est quoi une bonne technique et que moi je t'explique ce que c'est une bonne technique et qu'on demande à une troisième personne, on aura 3 définitions différentes. Surtout en fonction du poste, par exemple. Voilà. Et donc, on est plutôt parti sur des critères qui sont beaucoup plus observables. Est-ce qu'il a un contrôle orienté? Est-ce qu'il fait une passe appuyée? Est-ce qu'il fait les bons choix dans les différents trucs? Et au final, on a remarqué que les facteurs techniques ne sont pas les plus importants. Dans l'identification du potentiel. Pourquoi? Parce que finalement, le facteur technique, c'est quelque chose que tu peux travailler. Faire le bon choix, c'est beaucoup plus difficile à faire travailler. C'est beaucoup plus difficile à apprendre. Et donc, quels sont les facteurs déterminants qui sont innés et qui peuvent faire que ce joueur de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans qu'on va observer, il a un potentiel pour peut-être devenir joueur professionnel. Et finalement, on a remarqué que beaucoup trop, on évaluait sur les facteurs techniques. Parce qu'en fait, on était impressionné par le mec qui fait un double passement de jambes, par le mec qui élimine 3 joueurs sur 10 mètres carrés. En fait, est-ce que c'est ça le football? Oui, non. Et alors, on est plutôt parti sur, voilà, il y a un certain nombre de critères favorisants, un certain nombre de critères limitants, mais il y a aussi ce petit truc en plus. Et si on avait
comment je pourrais dire ça? Et ça, c'est Roberto Martinez qui nous a un petit peu insisté là-dessus. Roberto Martinez, c'est l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale. Sélectionneur du Portugal. Qui a voulu apporter un petit peu dans le scouting en disant on va beaucoup trop chercher aujourd'hui des joueurs qui ont 7 sur 10 dans toutes les catégories. Allez plutôt chercher des joueurs qui ont une moyenne de 6,5, par contre qui ont 10 dans une catégorie, qui ont un facteur qui est vraiment au-dessus du lot. Si à côté de ça, il n'y a pas de facteurs où ils sont vraiment en dessous du lot et qui sont des facteurs limitants, le mec il fait 150 kilos et il avance pas, il a beau avoir un jeu de tête extraordinaire, il ne deviendra pas joueur professionnel. Par contre, s'il a quelque chose au-dessus du lot, là, c'est quelque chose d'important. Eden Hazard, par exemple, si on l'avait jugé sur ses qualités physiques, il serait peut-être jamais devenu joueur professionnel. Par contre, il avait une lecture de jeu beaucoup plus rapide que les autres, une prise de décision et une surprise et une audace que d'autres joueurs n'ont, et une insouciance aussi que d'autres joueurs n'avaient pas. Maintenant, si on le juge que là-dessus, et voilà, c'est pas assez non plus. Donc, toujours essayer de faire ce rapport entre est-ce qu'il a quelque chose d'extraordinaire, est-ce que les manquements qu'il a aujourd'hui, est-ce qu'on peut les travailler si on met beaucoup d'énergie dessus ou pas. Et donc, ça, c'est un petit peu la deuxième approche qu'on veut avoir dans le niveau 2 où on va beaucoup plus loin. Et alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir faire un rapport sur une plateforme. Tout le monde doit pouvoir utiliser l'informatique. Aujourd'hui, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais le scout avec le petit carnet, le bout de papier, oui, je peux faire appel à lui, mais il ne deviendra pas responsable d'une cellule de scouting dans un club professionnel en 2023. Bien sûr. Donc, ça aussi, ce sont des choses qu'il faut leur apprendre. Et alors aussi, les amener à avoir un maximum de matchs et avoir un maximum de niveaux différents. Ça, c'est aussi hyper important. Et après, un exercice qu'on fait aussi souvent, c'est, voilà, maintenant, vous êtes dans une cellule de recrutement et vous allez présenter un joueur. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils ont cette capacité à analyser, à trouver ce que les autres gens n'ont pas trouvé, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer, en fait. Okay. Et donc, du coup, ils perdent une grande partie de ce qui pourrait, en fait, amener à la cellule de scouting. Et donc, ça aussi, c'est un aspect sur lequel on va travailler dans ce niveau 2. Parce que finalement, et on en discutait, je crois qu'on en discutait justement avec Antoine Ferreira, le responsable du recrutement des féminines pour le Paris FC. Finalement, le scout qui n'arriverait pas à s'exprimer et à défendre son avis, c'est plutôt un observateur et pas vraiment un scout in fine. Alors, je rejoins. D'ailleurs, je l'avais noté quand il avait fait sa conférence. Il avait fait une très belle référence en disant, en fait, il y a des scouts et des spotters, en fait. Ouais. Il y a des gens qui vont dire, ah ouais, là, j'en ai eu un bon. OK. Mais je dirais, ça, ce sont les 400 scouts là, qui font le scouting pour les U8, U9, U10, U12 et qui ont vu un bon petit joueur. OK. On a besoin de ces gens-là aussi. Bien sûr. Parce qu'on a une première identification. Après, je dirais qu'on a besoin d'un spécialiste qui va venir derrière et qui va identifier le potentiel de ce joueur. Et qui va aussi voir ce que le spotter n'a pas vu. Parce que le spotter, il va voir quoi? Il va voir 9 fois sur 10 les numéros 10, les numéros 9. Et d'ailleurs, c'est parti d'une réflexion qu'on s'est fait ici il y a quelques semaines dans les sélections féminines. Donc, on avait une soixantaine de filles qui avaient été invitées à une première présélection d'équipe nationale. Et quand on a regardé les positions des filles, en fait, on n'avait que des 9, des 10 et des ailières. Et pourquoi on n'a pas les autres? Parce qu'en fait, ce n'est pas les autres qui impressionnent. Or, tu as besoin d'un arrière latéral sobre qui fasse le job. Tu as besoin d'un arrière central sobre qui fasse le job, qui ait une bonne relance. Mais ça, c'est pas spectaculaire. Et souvent, on passe à côté. Et donc, on a besoin aussi de gens qui sont capables de repérer les joueurs efficaces et qui ne sont pas spectaculaires. Et justement, pour moi, l'exemple parfait, en France, on parle d'une pénurie au poste de latéral droit, notamment, pendant très longtemps. Alors, c'est peut-être un peu en train de se régler maintenant dans les équipes de jeunes, mais même à haut niveau, dans l'équipe de France A, etc., il y a toujours eu un débat sur le latéral droit qui doit être sélectionné, titularisé, etc. Il n'y en a pas un qui sort du lot. Est-ce que dans toutes ces études que vous avez faites par rapport au scouting, vous vous êtes rendu compte que
jusqu'au très haut niveau, il y a un poste qui est clairement sous-représenté où la Belgique, oui. elle a un... Ah oui, oui, oui. Essayez de savoir lequel. Donnez-moi une idée. un- Vous n'êtes pas loin, vous n'étiez pas loin. J'allais dire un poste latéral gauche ou défenseur central, quelque chose Voilà. comme ça. Arrière latéral gauche. Ouais. Dans le monde, aujourd'hui, joueurs professionnels belges, arrière latéral gauche, titulaires dans leur équipe première division, il y en a 14. Ok. Donc le gars qui est latéral gauche belge, il a une chance sur 14 d'aller à la Coupe du Monde. C'est complètement fou. C'est fou, hein? Complètement Alors pourquoi? Alors évidemment, on se pose la question pourquoi. Et donc maintenant, en fait, du coup, au niveau des U15, on s'est dit, on doit essayer de repérer un maximum de potentiel arrière latéral gauche, pas nécessairement de joueurs qui jouent au poste arrière latéral gauche, mais de potentiel arrière latéral gauche, parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as un gaucher qui est bon, ben, la dernière place où tu vas le mettre, c'est arrière latéral gauche. Ouais, bien sûr. Tu vas le mettre ailier latéral gauche, tu vas le mettre centre avant, tu vas le mettre 10, tu vas le mettre milieu offensif. Tu vas peut-être, s'il a un petit peu de stature, tu vas le mettre arrière central gauche dans une défense à 4, mais très peu, tu vas le mettre arrière latéral gauche. Donc en fait, voilà, ça c'est un poste sur lequel on a énormément de problèmes en Belgique. Et j'avais une autre question qui me revient en remontant légèrement en arrière dans la discussion, mais sur les facteurs limitants, il me semble que vous avez appelé ça comme ça. Oui. Est-ce que dans la formation, vous abordez ces facteurs limitants et au-delà de ça, est-ce qu'il y a même un facteur qui est plus que limitant, qui est, j'ai même pas le mot, mais si le scout repère ça, il considère et vous considérez que le joueur ne pourra pas signer pro. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort vraiment du lot de ce côté-là également? Pour nous, c'est l'explosivité. Ok. Parce que le football de haut niveau est devenu tellement haut niveau, et quand on regarde les datas, ben, il suffit de regarder les courses à haute intensité, etc. Alors l'explosivité au sens large, évidemment. Hein. Bien sûr. Alors souvent, déjà explosivité, il faut savoir un petit peu le définir et être d'accord sur la définition de l'explosivité, parce qu'on va confondre explosivité, vitesse, accélération. Je dirais explosivité si le gars il n'a pas une vitesse de course, il n'a pas une vitesse de réaction, enfin d'anticipation de réaction, parce que là aussi réaction, anticipation, on ne parle plus de réaction, on ne parle plus de vitesse de réaction. Nous, on parle de vitesse d'anticipation, on doit pouvoir anticiper le jeu. Aujourd'hui, si tu es dans la réaction, tu es toujours trop tard. Le football va tellement vite, les actions vont tellement vite qu'on va chercher des joueurs qui vont anticiper les choses. Et donc, l'explosivité, pour nous, c'est un facteur tout à fait limitant. Et on se faisait la remarque hier, parce qu'on avait une sélection, encore une fois, de filles. Ça fait 3-4 ans maintenant qu'on les suit. Mais hier, dans les sélections de la quarantaine de filles qui ont été retenues pour les U14 francophones, il n'y en a plus une qui n'a pas d'explosivité. Okay. Donc, je pense que le facteur explosivité est un facteur limitant si on ne l'a pas. D'accord. Alors, par exemple, Eden Hazard, quand on le voit jouer, on pourrait dire qu'il n'y a pas de vitesse, il ne court pas. Mais il est hyper explosif sur l'action quand il a fait. Il peut éliminer. Donc, encore une fois, explosivité. Explosivité dans le geste, c'est différent. Donc, okay. Et après, alors souvent aussi, on a eu le débat intelligence de jeu. Il a 12 ans, 13 ans, 14 ans et il fait constamment les mauvais choix. Eh bien, sur base du développement, de l'analyse du développement du cerveau, il y a de l'espoir quand même. Ok. Parce que au niveau du développement du cerveau, la partie du développement du cerveau responsable de la prise de décision, chez les garçons, c'est quelque chose qui se développe jusqu'à 22-23 ans. Ok. Donc, un garçon de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui ne fait pas toujours les bons choix, il y a de l'espoir. Une fille, par contre, 18, 19 ans, cette partie du cerveau-là, elle est finie. Donc, elle a fini son développement. Bien sûr. Donc, une fille de 18 ans, 19 ans, si elle ne fait pas les bons choix à 18, 19 ans, il y a peu d'espoir que ça s'améliore encore beaucoup. Ah bon, ça, j'avoue que je ne le savais pas non plus il y a 3-4 ans. C'est parce que j'ai suivi des conférences et qu'on me l'a expliqué. Mais du coup, ça m'a fait penser à Lukaku. Lukaku, dont on a dit, Lukaku, il faut savoir, à 16 ans, il jouait en Anderlecht en équipe première. Et on disait, ouais, mais il joue, mais c'est parce qu'il est super grand, fort, rapide, explosif et tout ça. Et il fait quand même souvent les mauvais choix. Et c'est vrai que souvent, il faisait les mauvais choix. Or,
23, 24, 25 ans, il fait de plus en plus les bons choix. Tu ne pars pas par hasard 87 buts en équipe nationale dans une équipe, je dirais, entre guillemets, moyenne, comme la Belgique, si tu n'as pas des qualités. Et donc, peut-être que justement, son cerveau s'est développé, cette partie du cerveau responsable de la prise de décision s'est développée plus tard chez lui, ou s'est développée plus longtemps. Et on a combiné ça avec un environnement différent où il s'est retrouvé dans des clubs plus importants, entouré peut-être d'entraîneurs encore meilleurs et de joueurs encore meilleurs. Et la combinaison des deux a peut-être fait qu'il a explosé au niveau de sa progression. Bien sûr. Okay. Peut-être ou peut-être pas. Et c'est ça encore une fois qui est passionnant dans le football et notamment dans l'identification potentielle, c'est que tu peux quasi avoir raison sur tout et tort sur tout. Et qu'au final, c'est le joueur. Je suis sûr qu'on pourrait trouver quelqu'un qui va te dire « Mais si c'est pas un bon joueur, je le veux pas dans mon équipe. Parce qu'il court pas, parce qu'il prend pas un ballon de la tête, nanana. » Par contre, moi, je le prendrais parce que si j'ai Messi dans mon équipe, je suis sûr que je marque un goal en moyenne par match. Quoi. Ouais, bien sûr. Donc, c'était tout le débat avec De Bruyne et Hazard. Est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Ouais, mais c'est deux mêmes registres. Ouais, mais oui et non. Oui et non. Donc, alors, tout le monde a des arguments, mais qui a raison? C'est aussi la beauté du football, de pouvoir apporter un avis et le défendre, de toute façon. Ouais. Alors, il nous reste, j'ai encore une petite question, 3 petites minutes, et après, on passera aux questions de ceux qui nous écoutent, tout simplement. Donc, si vous avez encore des questions, posez-les dans le chat. Dans 3 petites minutes, on va se réserver une dizaine de minutes pour y répondre. En attendant, je vais vous partager dans le chat directement, voilà, le lien pour prendre rendez-vous si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur le scouting ou l'analyse vidéo et que vous voulez prendre rendez-vous avec nous, Formation Football, on sera ravis de discuter avec vous et puis de voir ce qu'on peut faire autour du scouting. Moi, j'avais une question avant qu'on passe donc aux questions des gens qui nous ont écoutés. Est-ce que en tête, vous avez le nom d'un joueur qui, grâce à cette formation, grâce à ce que fait la Belgique pour aller chercher des joueurs un peu hors circuit, a signé pro, a eu peut-être une carrière même en sélection nationale? Est-ce qu'il y a un joueur qui est sorti du lot, qui est un peu l'emblème de ces joueurs hors circuit? Aujourd'hui, il n'y en a pas parce que c'est un programme qui a 2 ans. Okay. Donc, on vient de le mettre en place. Mais on a un joueur là maintenant qui… Alors, il y a un joueur maintenant qui est entré en équipe nationale U18 et qui a 12 mois d'ici jouait dans un club régional. D'accord, ok. Et alors, donc on a une nouvelle génération, donc les nouveaux U16 qui ont débuté ici cette année. Donc en fait, la fédération francophone a créé un centre de formation, entre guillemets, artificiel, qui dépend de la… Et chaque semaine, ces garçons ont un match contre une équipe élite. Sachant que ce sont tous des garçons qui sont issus du football régional l'année passée en U15. Donc, depuis le mois de septembre, chaque semaine, ils font un match contre les clubs élites. Et ils ont un programme scolaire qui est adapté un petit peu comme s'ils étaient dans un club élite aussi. Et donc, ils ont 5 entraînements par semaine et un match contre des clubs élites. Eh bien, cette année, ils n'ont perdu aucun match. Ok. Donc, ils jouent ensemble depuis 3 mois. Depuis 3 mois à peine, ouais, bien sûr. Ils sont tous issus du foot régional et ils jouent contre Anderlecht et ils ne perdent pas. Ils jouent contre Bruges et ils ne perdent pas. Donc, ils jouent contre Anderlecht et Bruges qui ont des gamins qui sont dans le foot élite depuis qu'ils ont 9 ans, 10 ans. Donc, ça veut dire qu'on rate encore des joueurs. Bien sûr. Parce que si ça marche avec ces 20-là, je suis sûr que sur les temps à 40, 60 ou peut-être 80 joueurs, on en rate. Ouais, et donc, de toute façon, le projet est à ses débuts. Ouais. Allez, je dirais, moi ça me plaît vraiment parce que bon, j'ai un petit peu cette expérience d'avoir travaillé dans des clubs élites. Bien sûr. Et je me dis, maintenant, mettons cette expérience que j'ai eue de travailler dans des clubs élites, mettons-la au service des gamins qui n'ont pas eu la chance d'intégrer un club élite, en fait. Et plus donc, largement, au service de la fédération. Oui, c'est ça. Parce qu'on aimerait bien aussi, une fois, gagner une Coupe du Monde un jour.
Alors, on le souhaite à la Belgique. C'est pas passé loin, mais Ouais. Mais un jour, il y a eu Umtiti qui est passé devant le truc et on l'a raté. à la faveur de l'équipe de France. Ouais. Philippe, alors déjà, merci pour la discussion. Il nous reste encore une dizaine de minutes. On va les consacrer, je pense, aux questions dans le chat. Donc, je vais essayer de les reprendre un peu depuis le début et de les remonter pour ne rien manquer. Alors, j'avais la première, voilà, de Serge tout à l'heure qui nous demandait comment est-ce qu'on peut suivre donc ce programme d'identification. Est-ce que c'est réservé, c'est vrai que je ne vous ai pas posé cette question, est-ce que c'est réservé aux éducateurs belges, aux licenciés de la fédération belge? Non, Est-ce que c'est ouvert à tous? c'est ouvert à tout le monde. D'accord, ok. C'est Et ouvert on à a tout le d'ailleurs monde. régulièrement des gens qui viennent de France alors des gens qui viennent de France, ils viennent pas de Marseille, mais des gens qui habitent sur la frontière française, notamment dans le nord de la France, par exemple, parce que il y a quand même une grande périphérie là autour de Lille, D'accord. des gens qui viennent suivre le cours. D'accord. Et est-ce que alors ça, je crois que c'était une question. Voilà, Mohamed de l'a posé également. Il dit votre programme est similaire à ce que propose la FA Association en termes d'identification de talent. Est-ce que ça se rapproche de ce que font les Anglais du coup? Est-ce que c'est Alors, c'est inspiré parce que j'ai suivi le cours en Angleterre. Donc, ok? j'ai été invité pour suivre le cours. En fait, ils ont d'abord demandé ce que nous, on faisait. Et puis, quand on a expliqué ce qu'on faisait, eux, ils ont mis en place un cours de détection de talent, mais sur 5 niveaux. Ils ont un level 1 jusqu'à level 5. Ok. Pour le level 4 et le level 5, c'est quand même très compliqué et c'est principalement réservé au Head of Recruitment et au directeur de centre de formation. Donc, je dirais que le vrai programme, c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Moi, j'ai suivi jusqu'au niveau 2. Je dirais que leur niveau 2 correspond plus ou moins à notre niveau 1. Ok, d'accord. Et leur niveau 3 doit correspondre plus ou moins à notre niveau 2, sachant que nous, peut-être dans le niveau 2, on va plus vers la pratique. Ok. Oui, Puisqu'on va plus sur le terrain. ils sont encore Par beaucoup exemple, dans quelqu'un qui théorie, suit le niveau 2 chez nous, il a 15 matchs à analyser. D'accord, ok. Et à faire le rapport sur la plateforme de la fédération. En fait. Ok. Alors je regarde, il y avait Loïc, mais alors ça, la question en fait, on a déjà répondu, c'était sur les grilles d'évaluation, etc. Donc on en a parlé sur les facteurs de performance notamment. Loïc demandait aussi quelle est la différence de niveau des clubs pro entre la Belgique et la France. Alors là, on sort un peu du cadre des jeunes, mais peut-être qu'on parle un peu plus en termes de niveau. Je ne sais pas s'il y a une réponse à donner à ça. Je dirais que jusque 12, 13, 14 ans, Ouais, je pense que le niveau des équipes, il est supérieur en Belgique. d'accord. Et encore une fois, grâce principalement au fait, pas parce qu'on est meilleur au niveau de la formation, mais parce qu'il y a la réalité qui est différente et qu'on a les meilleurs joueurs qui sont regroupés, qui ont une formation plus poussée en Belgique qu'en France. Et je dirais que la France rattrape son retard avec les centres de formation à partir de U15, U16, U18. Parce que là, en fait, en France, ils les prennent et ils sont à l'internat dans l'enceinte du club et ils pensent plus que foot, quoi. Bien sûr. Et alors, oui, ça, je l'ai peut-être pas évoqué non plus, mais en Belgique, on a quand même toujours encore une situation politique compliquée où il n'y a pas grand-chose qui est fait pour le sport de très haut niveau, en fait. L'école reste vraiment quelque chose de très primordial et au niveau des institutions, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place pour favoriser le développement des sportifs de très haut niveau. Que ce soit dans le football ou ailleurs ou dans d'autres sports. Hein. Donc, on n'a pas toutes les infrastructures qui existent. Je pense qu'en France, vous avez vraiment énormément de chance d'avoir un ministère des Sports qui fait vraiment beaucoup avec le ministère de l'Éducation et qui donne vraiment des possibilités aux gens de… Je prends un autre exemple, c'est que les gens qui sortent du centre de formation en France, après, ils ont déjà quelque chose au niveau professionnel. Ils peuvent aller intégrer un club et en Belgique, ça n'existe pas. D'accord. Ouais, donc s'ils sortent des centres de formation, ils sont un peu lâchés dans la nature. Ah ouais, mais souvent ils sont perdus en fait. Et donc beaucoup de jeunes aussi, dont les parents se disent, attention, maintenant tu as 17 ans, 18 ans, maintenant toi tu vas faire des études supérieures et tu vas pas faire 6 entraînements par semaine pour gagner peut-être 1 000 € par mois. Hein. En Belgique, il y a des joueurs professionnels qui jouent pour 1 000 € par mois quand ils ont 18, 19 ans. Hein. D'accord. Donc, ouais. Je vois. On a David Poletti qui nous demande, parce que c'est vrai qu'on a parlé des plateformes, qui vous demandent quelles sont les plateformes utilisées par les recruteurs, par les scouts. Alors, principalement, c'est la plateforme Pro Soccer Data,
Okay. qui sont utilisés par les clubs, où ça permet de mettre énormément d'informations sur les joueurs, et notamment par le module recrutement et le module vidéo, où tu peux mettre les images vidéo, et le module recrutement, où tu peux faire tous tes rapports de match, tu peux les mettre dedans, et automatiquement, tu tapes sur le nom d'un joueur et tu vois s'il a déjà été vu, quoi. Et donc, on utilise également cette plateforme-là à la fédération. Ok. Au niveau de la vidéo, la fédération utilise la plateforme Hudl. Hudl, oui, bien sûr. Hudl. Et beaucoup de clubs utilisent, mais ça, c'est pas une plateforme, les caméras VO. VO, oui, ouais. Moi-même. Je ne peux pas faire de pub, mais voilà. Non, mais je suis avec des U15 au quotidien sur la saison et j'utilise en France VO aussi pour filmer les matchs de toute façon. Et nous, on l'utilise pour les cours aussi. Ouais, voilà. C'est ce qui marche plutôt pas mal de toute façon. On a une question intéressante aussi de Karim Elazouzi qui nous dit, qui vous demande, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de détecter un talent qui n'avait pas la nationalité belge? Si oui, est-ce que vous avez dû lancer des démarches pour qu'il puisse évoluer avec une sélection belge? Ça, c'est la question des binationaux. Ouais. Alors, en fait, je vais répondre à l'inverse, en fait. On a remarqué qu'il y avait des garçons qui avaient la binationalité. Et donc, on a essayé de répertorier en Europe et dans le monde les joueurs qui étaient éparpillés dans le monde et qui avaient cette binationalité ou qui avaient des antécédents belges et qu'on pourrait éventuellement, je ne vais pas dire recruter, pas vraiment recruter, mais intégrer dans nos équipes nationales. Et c'est comme ça qu'on a. Après, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 100, 150 qui sont répartis dans le monde. Et donc, ceux-là, on va essayer de les visionner, notamment par la vidéo d'abord. Et après, s'ils sont intéressants, d'aller les voir sur place ou de les inviter pour des sélections. D'accord, ok. Ouais. On n'en a pas énormément quand même. Il n'y a pas, c'est pas un vivier majeur pour la Belgique. C'est moins que la France ou les pays africains qui ont, eux, la chance, ils ont beaucoup de joueurs qui sont éparpillés dans le monde et qui ont la binationalité ou la triple nationalité. Bien sûr. On a Samir Sediki, que je salue aussi, qui suit la formation recruteur chez Formation Football, qui nous demande, j'aurais souhaité savoir les raisons de son éclosion tardive pour un club belge, et il parle de Laurent Depoitre. Ah ben, ça tombe bien parce que Laurent Depoitre, il est passé par le centre de formation où j'étais directeur, mais pas quand lui, il y était. Okay. Alors, son parcours, en fait, c'est un parcours très atypique. Donc, à 15 ans, il n'a pas été gardé au centre de formation de Moucron parce qu'il était moins fort que les autres. Et donc, il est retourné dans son club d'origine à Tournai. Tournai, c'est à 15 km de Moucron. Et bon, voilà, il a joué à Tournai, puis il est passé en U16, en U18, en équipe première. Et là, à 18 ans, il a commencé des études d'ingénieur civil. Donc, c'est la Polytech, l'équivalent de la Polytech en France. Okay. Il a fait ses études, il a continué à jouer au football dans un niveau amateur. Il a été meilleur buteur en 3e division, puis il est parti dans un club de 2e division, où il a été meilleur buteur de la série. Il est arrivé dans un club de 1re division, et puis il est dans un club de 1re division qui était au Stand, et puis il est passé à Gand, et puis il est passé à l'étranger, et voilà. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui est de nouveau ce type de joueur qui aurait été intéressant pour nous d'avoir, parce qu'ici, maintenant, j'ai aussi pris contact avec les clubs élites en disant, donnez-moi la liste de tous les joueurs que vous gardez pas chaque année. Parce que ça, ce sont les joueurs qu'en priorité, on voudrait suivre, les joueurs francophones. En disant, si un jour ils ont été bons, si un jour ils ont été repérés, pourquoi est-ce qu'ils sortent du système? Est-ce que c'est temporaire ou bien est-ce que c'est vraiment… Et donc, c'est peut-être les premiers joueurs qu'on doit continuer à suivre. Parce qu'il y aura peut-être un moment donné, un déclic qui fait comme Laurent Depoitre, comme Thomas Meunier, qui fait que, voilà, et tout à coup, paf, ils franchissent ce pas. Alors, si on en a 100, il y en a probablement 85 qui ne franchiront pas le pas. Mais si on en rate 15, c'est une équipe. Hein. Donc, est-ce qu'on n'en revient pas, pour Laurent Depoitre, est-ce qu'on n'en revient pas quelque part à la notion de sensibilité propre? Et alors, je m'exprime, Laurent Depoitre, c'est un joueur, Samir Sediki en parle parce que dans la formation, on a un match où Laurent Depoitre apparaît. Pour l'avoir vu jouer, par exemple, c'est pas me concernant, c'est pas l'attaquant qui me fait rêver, c'est pas l'attaquant qui me plaît dans une équipe, etc. Il a des qualités et on peut pas lui enlever, mais moi, par exemple, je sais que si il avait déjà ce profil-là plus jeune, peut-être que je me serais pas positionné dessus.
Est-ce que là, en fait, on n'est pas sur la sensibilité propre? Si, c'est pas un beau joueur. Ouais, c'est ça. C'est pas un beau joueur dans le sens où c'est pas un joueur élégant. Ouais, bien sûr. Maintenant, nous, en tant que scout, voilà, ça c'est une bonne leçon pour nous. On l'a pas gardé, peut-être parce que c'était pas un joueur élégant. C'est pas un joueur Et élégant. donc, on a fait un biais d'attribution. On a dit, les joueurs qui sont pas élégants, qui sont pas coordonnés, ça peut pas devenir des bons joueurs de foot. Peut-être que Laurent Depoitre, il avait des qualités qu'on n'a pas distinguées, et c'était peut-être justement de se trouver toujours au bon moment et de mettre le ballon au fond des filets. Et il a pu Alors après, on s'est posé la question aussi au club en se disant, mais pourquoi on l'a pas gardé, pourquoi on l'a raté, après coup évidemment. Bien sûr. Et pourquoi il a rebondi. Et je pense que si ça avait été un arrière latéral, il n'aurait pas rebondi. Qu'est-ce qui lui a permis de rebondir? C'est qu'à un moment donné, il est meilleur buteur de la division 4. Et donc, le meilleur buteur de division 4, il intéresse les clubs de division 3. Bien sûr. Et quand il devient meilleur buteur de la division 3, il intéresse les clubs de division 2. Ouais. Et lui, il a eu la chance de faire division 4, division 3, division 2, division 1, meilleur buteur. Et donc, c'était parti. Je prends le cas arrière latéral. Est-ce qu'on connaît le meilleur arrière latéral de division 4? Non. Ouais, sûr. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans les clubs? On regarde, on va regarder les buteurs. Meilleur buteur de division 4. C'est lui. Bon, quand même, il faut aller voir, on ne sait jamais. Il est le meilleur buteur. Et d'ailleurs, je pense qu'on c'est même grâce à ces meilleurs buteurs qu'on finalement on repère d'autres postes. Parce qu'en allant les voir, on se rend compte qu'il y a un autre joueur à côté. Oui, tout à fait. Ouais. Entièrement d'accord avec vous. Pour autant qu'on ait l'œil avisé. Bien sûr. Pour autant qu'on ait cette neutralité de dire, voilà, je vais voir un club, un match de régionaux, et je vais regarder, tiens, on est d'abord forcément toujours attiré par le numéro 10, le centre avant. Après, il faut regarder autre chose aussi. Oui, il faut être ouvert. Et là, ça devient une expertise. Et là, pour ça, je pense qu'on a besoin des cours. Parce que qu'est-ce que tu vas regarder chez un arrière latéral? Qu'est-ce que tu vas regarder chez un défenseur central? Qu'est-ce que tu vas regarder chez un 6 ou un demi-défensif? Est-ce que tu vas pouvoir projeter un arrière latéral gauche ou droit dans une défense à 3 sur une défense à 4? Est-ce que tu vas pouvoir le projeter? Est-ce que ce sont les mêmes caractéristiques? Oui, non. Tout l'intérêt de se former, finalement. Ah oui, mais c'est la base, je pense. On va bientôt terminer, il est déjà 20h et on a fait une bonne heure de discussion. Je prends encore quelques questions. Il y a une double question de Nice qui demande, est-ce qu'on peut vivre de son métier en étant scout en Belgique? Je présume qu'il y a différents cas, je vais vous laisser revenir dessus. Et reçoit-on un diplôme de scout à la fin de la formation dont on a parlé? Ça, pour apporter déjà une première réponse, en France, donc on rappelle que la fédération ne dispense pas de formation et de diplôme. Formation football apporte une certification à la fin, donc des compétences et un savoir-faire. Comment ça se passe donc pour cette double question du côté de la Belgique? Alors chez nous, il n'y a pas de diplôme, il y a une attestation de suivi. Okay. Par contre, on a décidé, nous en tant que formateurs, enfin ceux qui donnent les formations, de ne pas donner l'attestation si les gars ils ont simplement été présents. Ils doivent montrer de l'activité, ils doivent montrer de la bonne volonté, ils doivent montrer quand même une certaine compétence. D'accord. Alors si au terme de la formation, ils n'ont pas montré cette compétence, et ça c'est principalement par les stages et par les rapports qu'ils nous mettent sur les matchs, on estime que c'est pas suffisant, on leur permet de refaire un stage. Si après on voit que c'est bon, on leur donne l'attestation. Alors, comme tous les diplômes de football, que ce soit l'UEFA ou l'UEFAB en Belgique, il n'y a rien qui est professionnalisant. Donc, aujourd'hui, l'entraîneur des U16 d'Anderlecht, il n'est pas pro à 100%. Le directeur de centre de formation à part Anderlecht, Bruges et Standard, ils sont tous, comme moi, part-time. Donc, il n'y a personne qui est vraiment à 100%. Alors, vous imaginez bien que les scouts, en fait, les scouts en Belgique sont payés à la pige, que ce soit à la prestation, que ce soit en équipe nationale ou dans les clubs élites, on est payé à la prestation. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui en vivre. On ne peut pas, ouais, d'accord. Il y a toujours. Alors, est-ce que, je ne sais pas si vous avez des exemples. Alors là, dans votre cas personnel, par exemple, donc à côté, vous êtes également professeur d'anglais, mais vous avez aussi donc toujours eu des métiers dans le football. Est-ce qu'il y a des scouts qui sont, par exemple, je dis une bêtise, qui sont en même temps éducateurs rémunérés pour certains clubs professionnels et donc tout leur temps est consacré au football, ou alors ça n'existe pas trop?
Si, ça existe. Notamment au niveau des équipes nationales, les entraîneurs des jeunes, on parle bien des jeunes, hein, pas des équipes, pas des professionnels, mais au niveau des jeunes, les entraîneurs équipe nationale, par exemple, combinent parfois avec scout, avec préparateur physique, avec analyste vidéo. Donc, ils font toujours plusieurs tâches. Même chose dans les clubs. Dans les clubs élites, il y a parfois des entraîneurs qui combinent ça avec scouting. Ils sont coach et scout. Okay. Dans la mesure du possible. Et donc, ça leur permet de gagner, entre guillemets, un petit peu plus de sous, quoi. Bien sûr. Et je vais terminer avec la question de Merzak qui demande est-ce que c'est une formation 100% digitale à distance ou pas, car je n'ai actuellement pas de PC. Et alors là, moi, je vais donner mon avis et on l'a déjà abordé. Je pense que Philippe ira dans ce sens-là. Il y a une importance capitale de toute façon à maîtriser les outils informatiques, à avoir un ordinateur dans le football d'aujourd'hui. Oui. Je dirais qu'au niveau de la formation, je pense que le présentiel est très important dans ce type de formation parce qu'il y a quand même beaucoup d'échanges et beaucoup de feeling entre les personnes. Donc ça, c'est important. Maintenant, si on ne maîtrise pas l'ordinateur, c'est ce que je disais encore aussi à un entraîneur. Aujourd'hui, tu n'es plus coach en équipe élite, U14 ou U12, si tu maîtrises pas l'ordinateur, si tu ne maîtrises pas l'outil informatique. Qui plus est, et c'est d'ailleurs le premier cours qu'on donne dans le niveau 2, c'est utiliser une plateforme. Pouvoir faire un rapport dans une plateforme. Si vous ne savez pas utiliser un minimum la vidéo, un minimum le plateforme et le rapportage et l'ordinateur, comment vous allez avoir accès aux data? Comment vous allez analyser des data si vous ne savez pas utiliser un ordinateur? C'est exactement ce qu'on explique directement dès le début de la formation recruteur chez Formation Football. C'est important de pouvoir maîtriser les plateformes, d'avoir un ordinateur déjà initialement, et puis de maîtriser les plateformes, de savoir comment remplir un rapport, etc. etc. Il ne faut pas oublier non plus que le scout, souvent, c'est un petit peu un détective. Hein. Tu vas aller chercher des informations à gauche, à droite, tu vas essayer d'étoffer, tu vas faire un scouting, théoriquement, tu vas essayer de le préparer un peu. Ils sont quantième au classement, ils jouent comment, le terrain il est comment, l'endroit il est où. Donc, tu as besoin de pouvoir maîtriser l'ordinateur en 2024. Et pour rebondir, parce que je vois que Merzak nous a répondu en disant le téléphone c'est comme un ordinateur. Non, moi je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas tout faire sur ton téléphone. Tu as des plateformes de scouting, des logiciels d'analyse vidéo, etc. qui ne sont pas disponibles sur téléphone. Donc pas du tout, je pense. Entièrement d'accord. On va terminer avec une question intéressante. Enfin, pour clôturer, on a Hugo qui demande, c'est vrai qu'on n'a pas posé cette question-là, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a en Belgique, la fédération fait des sessions par an? Vous avez des dates précises pour recevoir les gens, etc. Oui. En fait, au niveau des cours, alors on a toujours une session. Alors déjà, ça c'est différent aussi de la France, c'est que les cours en Belgique, c'est toujours en soirée. D'accord. Parce qu'on part du principe que les gens travaillent la journée et que donc les cours, ils les suivent en soirée. Par exemple, les cours d'entraîneur, c'est toujours le soir. Okay. Donc c'est une fois par semaine, en général 18h30, 21h30. Les cours d'identification de potentiel, c'est la même chose. Donc là, c'est 5 sessions. On en fait toujours une session entre septembre et